Allez, on démarre à l'heure. Bienvenue à Ça marche. tous. Merci de nous avoir rejoints donc, pour ce webinaire Trouver ma première mission en freelance. Alors, on a le plaisir donc, d'accueillir Little Big Connection, donc Charlotte et Mathieu et Bonjour. Naël Ceux qui de, ont des pulls bleus. voilà, et moi-même, donc Anna Peters de DigiAtlas. Charlotte, je te laisse commencer, te présenter peut-être. Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous, Charlotte de Little Big Connection avec Mathieu, qui se présentera par la suite. Je suis en charge d'accompagner la communauté de freelance au sein de Little Big Connection depuis à peu près 2 ans. Et donc on vous parlera de tout ça par la suite. Mais voilà, moi mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'accompagner au maximum les freelances et de comprendre leurs besoins et de les accompagner. Voilà. Et pour ma part, du coup, effectivement, je travaille avec Charlotte. J'ai la responsabilité chez LBC du sud-est de la France. Donc, en fait, je vais apporter un petit peu un œil terrain sur les propos qui vont être donnés côté LBC. Voilà pour ma part. Eh ben, super, il ne me reste plus qu'à me présenter moi. Alors moi, je ne travaille pas pour LBC, justement. Moi, je travaille pour Webforce 3. D'ailleurs, ce soir, il y a quelques-uns de mes apprenants qui sont parmi les participants. Donc, un petit coucou à eux. Et puis à tous les autres, évidemment, ça va de soi. Donc, on va passer 45 minutes ensemble. On va se répartir la parole les uns après les autres. C'est moi qui ai l'honneur de commencer. Puis après, je passerai la parole, la parole à… Je vais y arriver. Je ne sais plus dans quel ordre. Ça y est. Charlotte. À Charlotte et Mathieu. Et puis c'est Anna qui terminera aussi pour vous parler un petit peu du freelancing, etc., etc. Voilà. Le but, c'est vraiment que… alors, si vous avez des questions, vous avez une petite rubrique questions-réponses qui est en bas de votre écran. Donc, plutôt que de les mettre dans le chat, mettez vraiment ces questions-là. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure sur des questions plutôt pratiques. Et puis après, les questions d'ordre un petit peu plus général, on se garde un temps. On avait dit qu'on se gardait une quinzaine de minutes en fin de webinaire pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Le but, c'est pour nous d'être le plus clair possible et que vous passiez le meilleur moment possible. Parce que je pense que des webinaires en ce moment, vous en avez fait pas mal. Et du coup, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et je vais vous présenter ce qu'on fait chez Webforce 3 et en quoi notre activité aujourd'hui, elle permet aussi de susciter des vocations d'indépendants. Tout simplement parce que notre job, comme vous le verrez, je vous l'expliquerai juste après, c'est l'emploi. C'est l'emploi, mais c'est l'emploi sous toutes ses formes. Et on inclut évidemment l'entrepreneuriat dans ces formes d'emploi. Donc, déjà, pour commencer, Webforce 3, c'est quoi ? Webforce 3, c'est un réseau d'écoles qui existe depuis 2014, qui a été fondé à Paris par une personne qui s'appelle Anna Assouline, qui est un peu un pionnier du web. Il a créé il y a plus de 30 ans une des premières agences de com digital qui s'appelait les Argonautes. Et en fait, comme beaucoup, je ne suis pas en train de vous dire que c'est lui qui a inventé la formation courte. Comme beaucoup, en fait, il a eu peut-être même avant d'autres, il s'est rendu compte que recruter des ingénieurs, ça ne posait pas trop de problèmes. Des gens diplômés, Bac+4, Bac+5, mais que de recruter des techniciens opérationnels sur des missions premier, deuxième niveau, c'était plus compliqué. Il s'est dit, puisque je n'arrive pas à les recruter, je vais les former. Et c'est comme ça qu'il a lancé l'activité sur Paris. Aujourd'hui, on est 6 ans plus tard, et 6 ans plus tard, Webforce 3, c'est une cinquantaine de centres de formation sur toute la France. Donc, c'est un développement un petit peu exponentiel. Et à chaque fois, les choix qui ont été faits, vous voyez les différents types de métiers sur la partie gauche de la diapo, les choix qui ont été faits, c'est pour répondre aux enjeux de recrutement des entreprises. Aujourd'hui, dans le numérique, on dit que d'une manière générale, c'est un secteur en tension, mais il est encore plus en tension dans les domaines qui sont indiqués à gauche. Le premier d'entre eux, c'est le développement web. Ça, de toute façon, aujourd'hui et dans les années à venir, il y aura toujours besoin de gens qui fabriquent des sites web. De la même façon, dans le marketing digital aussi, pas uniquement dans la communication, mais vraiment le marketing, le web marketing dans son ensemble est vraiment un métier aujourd'hui où il y a des besoins de recrutement. Et puis enfin aussi, puisque ce qui fait fonctionner le numérique, c'est toute l'infrastructure, ça va être la partie système et la partie réseau. Alors, sans rentrer dans un argumentaire commercial, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de vous montrer un petit peu plus ce que font nos apprenants en fait, à la fin de leur formation. Et de vous montrer, entre autres, qu'on a aussi des gens qui font du freelancing à la sortie de leur formation chez Webforce 3. Alors, ce n'est pas une majorité. Si vous regardez le petit diagramme à droite, la majorité, ils vont partir sur de l'emploi type CDD, CDI.
mais à proportion égale avec des stages ou poursuites d'études, on va avoir des gens en recherche d'emploi. On a vraiment 90% de sorties positives, ça dit bien ce que ça veut dire. On se base sur les taux de sortie de nos groupes à 6 mois après la fin de la formation pour que ce soit pertinent, parce qu'on est dans un marché qui est tellement mouvant et qui évolue tellement rapidement que faire des statistiques à J+1, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, voilà, la plus grosse majorité de nos stagiaires, 60% de l'effectif, ils vont trouver un CDD, CDI dans les 6 mois qui suivent la fin de la formation. On en a d'autres qui soit étaient freelance avant de commencer la formation et qui sont venus chercher des compétences numériques ou qui ont fait le choix après la formation de devenir freelance. On en a du coup 15% qui se retrouvent dans cette situation-là. Et les 15 autres pourcents qui font un stage ou une poursuite d'études. Parce que nos formations, elles sont à la fois sur des formations socles, le but étant vraiment de devenir opérationnel, mais aussi de pouvoir ouvrir vers des poursuites d'études pour des gens qui veulent aller un petit peu plus loin. Et évidemment, les 10% restants, ce sont des personnes qui, à l'heure où on a fait ces statistiques, étaient encore en recherche d'emploi. Ça ne veut pas dire qu'elles le seront à tout jamais, mais de toute façon, 100% de taux d'insertion aujourd'hui en fin de formation, c'est quelque chose qui relève de l'utopie, un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus réaliste possible. Alors, ça, c'est, j'allais dire, ce que je viens de vous présenter, c'est WebForce 3 et la façon dont on fonctionne en temps normal. Sauf qu'aujourd'hui, la situation qu'on vit est tout sauf normale et ça a un certain nombre d'impacts sur les sorties de formation pour nos apprenants. Donc, qui dit Covid-19 dit nouveaux enjeux. Moi, j'ai pris le choix d'aborder les choses à la fois du côté des entreprises et à la fois du côté WebForce 3 pour voir un petit peu aussi vous rendre compte un peu des difficultés qu'on peut rencontrer. Alors déjà, les évolutions des priorités pour les entreprises, elles sont un peu plus claires, mais ça fait toujours du bien de se le redire. Il y a un impératif de maintien de trésorerie qui est fondamental. Du coup, les projets, ils sont priorisés et il y a un certain nombre de projets qui sont carrément aujourd'hui stoppés. Les entreprises vont vraiment faire le choix des projets qui vont leur apporter le plus de retour sur investissement dans un délai très rapide. Ils ont besoin, parce que c'est ça qui est compliqué aussi, de pouvoir mesurer les impacts, à la fois l'impact de la crise sur leur activité, mais aussi l'impact des différents choix, y compris budgétaires et stratégiques, qu'ils vont pouvoir faire. Et ça va se traduire par des actions où le retour sur investissement il va être très rapide. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la problématique principale, et vous verrez que c'est en corrélation un petit peu avec les difficultés que les apprenants WebForce 3 rencontrent dans leur recherche d'emploi ou de stage, c'est la difficulté à se projeter. Aujourd'hui, quand on sollicite les entreprises, c'est compliqué pour elles. Quand on leur dit c'est quoi votre horizon de redémarrage, certains essayent de se projeter au-delà de l'été. On entend de plus en plus septembre, mais maintenant, là, les éléments dont je vous parle, ils sont issus d'un baromètre de l'industrie qui a été fait il y a maintenant 2 semaines par Visiative. Visiative, c'est un éditeur de logiciels qui est basé sur la région lyonnaise. Et ils ont questionné un certain nombre d'entreprises, pas que dans le numérique, un certain nombre d'entreprises aussi, sur justement quelles étaient leurs priorités et leurs besoins par rapport à cette crise. Et il y a une dernière chose qui va avoir une conséquence très très forte, un dernier point dont je voulais parler, qui va avoir une conséquence qui est très très forte sur l'emploi, c'est la diminution des investissements qui ne sont pas indispensables. Et malheureusement, la masse salariale va rentrer dans les investissements non indispensables en entreprise aujourd'hui. Du coup, les conséquences pour nos apprenants, lesquelles sont-elles ? Elles sont à droite. Dans leur grande majorité, les entreprises, elles ont, comme je disais, énormément de mal à se projeter. Quand on les questionne, donc c'est notre chargé de relations entreprise, Alexandre, sur Lyon, qui fait ça. Et après, c'est ce que je dis est valable aussi sur la France. C'est difficulté à se projeter, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour du recrutement, mais pour autant, ils sont incapables de dire quand est-ce qu'il pourra avoir lieu. Des entreprises qui ont carrément arrêté leur recrutement et qui nous le disent très clairement, ce n'est pas le moment. Des entreprises qui ne répondent pas, ça c'est toujours plus inquiétant. Parce que vous avez une entreprise qui ne donne pas signe de vie dans une période de crise comme ça, c'est toujours très complexe. Les raisons, on ne les connaît pas forcément. Et nous, du coup, ça fait partie des entreprises qu'on va suivre de plus près afin de voir si c'est vraiment un arrêt temporaire de l'activité parce que tout le monde est en chômage technique ou s'il y a des problèmes un petit peu plus profonds que ça, et notamment le fait qu'ils aient éventuellement mis la clé sous la porte. Et enfin, alors ça, c'est un dernier point, c'est vraiment une minorité de stagiaires qui sont concernés, mais c'est le cas quand même. On avait donc, d'ailleurs, parmi les participants de ce soir, des stagiaires qui devaient commencer leur stage au mois de juin et pour lesquels les stages sont reportés. Et la problématique aujourd'hui, c'est que les stages, ils sont reportés sans date. Donc, toutes ces problématiques-là font qu'aujourd'hui, le placement des stagiaires dans différents types d'emplois est complexe et très compliqué.
Et aujourd'hui, on a envie de leur ouvrir toutes les portes possibles et imaginables. Vous l'avez vu dans la diapo précédente, la majeure partie de nos stagiaires se casent en CDD, CDI. Pour autant, on n'a pas de quota chez Webforce 3. Le but, c'est vraiment d'accueillir tous les stagiaires, chacun avec son projet, et de leur permettre de pouvoir réaliser ce projet du mieux possible. Et ça veut dire aussi qu'on va leur montrer toutes les possibilités d'emploi qu'il y a à la fin de la formation. Et notamment, puisque c'est le sujet de ce soir, hein, là je vous ai fait une espèce d'intro un peu de luxe, mais le sujet de ce soir, ça reste quand même le freelancing, et de leur montrer aussi que cette possibilité-là, elle existe, qu'elle est réaliste et qu'elle peut s'envisager dans un délai assez court après une fin de formation. Voilà. Écoutez, je crois que je vais pouvoir passer la parole à Charlotte. Oui, alors je vais prendre la main Attends. sur l'écran. Attends, je vais arrêter de partager le mien peut-être, comme ça mettra moins le bazar. Parfait. Et normalement, ça devrait être OK. Est-ce que vous voyez bien dans mon écran? Il me semble que Ouais, oui. c'est tout bon. OK, bon, super. Bah, Mathieu, je te laisse la main. Allez, nickel. Alors, qu'est-ce qu'est LBC et pourquoi nous sommes présents aujourd'hui? Eh ben, très simplement, en fait, Little Big Connection, c'est une plateforme de mise en relation entre acteurs du marché qui cherchent à acquérir, on va dire, de nouveaux clients et clients grands comptes. Pour simplifier les relations, on a ce rôle d'intermédiaire qui vient en fait tout simplement faciliter les échanges, faciliter les relations, faciliter d'un point de vue juridique et tout ce qui peut un petit peu bloquer ou ralentir les partenariats et les connexions entre grands acteurs comme des clients grands comptes et des plus petits comme effectivement des freelances ou des petits cabinets de conseil. LBC vient vraiment fluidifier tout ça. Donc à travers un écosystème en fait et une marketplace où vient s'échanger clients grands comptes qui ont des besoins de moutons à 5 pattes et des personnes qui désirent effectivement acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux challenges sur LBC. Donc voilà tout d'abord, qu'est-ce qu'est LBC? Je pense, Charlotte, tu peux passer à la suivante. Un blocage. Hop, c'est bon. Ah, nickel. Et donc du coup, LBC, pour en parler un petit peu plus, donc la LBC permet en fait vraiment tout simplement d'accéder aux clients grands comptes. Nous, on vient accompagner un petit peu toute personne qui désire vraiment pouvoir travailler chez les clients grands comptes et qui se confronte à des besoins de référencement, à des soucis de taille. Obligatoires pour pouvoir accéder à ces marchés, etc. Et grâce à LBC, en fait, c'est vraiment Little Big Connection, la connexion entre les grands et les petits, tout est là. Donc, pour parler un petit peu plus de nos clients, aujourd'hui, on a plus de 60 clients grands comptes. Donc, on est vraiment spécialisé dans les grandes entreprises. Donc, c'est des missions vraiment qui sont des missions longues, qui durent dans le temps, on compte souvent en années, qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences, de monter en compétences aussi la plupart du temps, et de découvrir un petit peu des environnements bien plus techniques et vastes, comme on peut imaginer que ce soit le cas pour Decathlon et Air France ou des grands groupes comme la SNCF. Donc, c'est des clients qui sont présents vraiment partout en France et même dans le monde entier. LBC, on a mis une petite carte un petit peu pour représenter où nous sommes nous, mais nos clients aussi. C'est vraiment à travers le monde, donc tant sur l'aspect Amérique du Nord qu'Amérique du Sud, évidemment, en Europe et en Asie. C'est des clients vraiment internationaux, donc la plupart du temps avec des contextes assez intéressants. Aujourd'hui, LBC peut accompagner un petit peu chaque freelance dans la recherche de sa mission, soit sur un aspect vraiment d'apporteur d'affaires, dans le cadre d'une marketplace qui est disponible directement sur littlebigconnection.com et qui permet en fait de voir en direct les besoins et les opportunités qu'ont Decathlon, qu'ont AXA, qu'ont Bouygues Télécom, etc. Et ça à travers le monde. Et une deuxième solution, qui on appelle ça un petit peu vraiment pour simplifier les choses de portage commercial, qui permet en fait tout simplement, sans être apporteur d'affaires, de pouvoir vous accompagner au mieux chez ses clients grands comptes. À travers des outils qui sont vraiment totalement digital et qui sont en fait mis à votre disposition pour travailler au mieux. Pour revenir un petit peu aussi effectivement au contexte actuel, qui est très peu commun, on va dire.
on a ressenti un petit peu, donc sous tous ces clients grands comptes, qu'on parle beaucoup aux informations, on parle beaucoup d'Air France, on en a entendu parler, de la SNCF, qui sont réellement impactés par ce virus et par la situation actuelle. On a remarqué, nous aussi, effectivement, une baisse un petit peu d'activité, de ralentissement des projets, mais on est loin d'être face à un arrêt ou total ou à des gens qui mettent la clé sous la porte. Donc, on a quand même énormément d'activités, de missions qui continuent, de belles opportunités. Mais effectivement, voilà, ça ne sera que s'accélérer, je pense, dans les semaines et mois à venir. Voilà pour ma part. Charlotte, à toi. Super. Du coup, c'est vrai que c'est important et c'est quelque chose d'important pour vous, peut-être en tant qu'apprenant, que nouveau freelance ou freelance même actuellement, de savoir qu'effectivement, il y a des clients ici qui peuvent vous intéresser et aussi que si vous êtes intéressé par aller dans un pays pour effectuer une mission, ça c'est tout à fait faisable aussi. Et vous pouvez nous consulter. Je vais avancer un peu parce que Mathieu a été bavard et que Anna aussi a des choses à dire. Pour vous donner un ordre d'idée, Little Big Connection, en fait, nous, on a 192 000 experts dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des experts dans différents métiers. Alors, ça ne concerne pas seulement des freelances, ça concerne aussi des consultants en société de services, mais on a une communauté assez importante dans tous les métiers que vous voyez là sur la slide, donc des métiers très variés. Et on va intervenir, comme vous voyez dans l'organigramme là, à 44% sur l'IT, mais pas seulement. On va traiter aussi dans le digital, réseau, etc. Donc, vous pouvez le voir. On parle en moyenne de 150 missions sur notre plateforme, c'est-à-dire que si demain vous cherchez une mission, vous pouvez en avoir 150. Après, qui vous concerne vous, ce sera bien moins, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà, vous avez, comme le disait tout à l'heure Mathieu, vous avez en moyenne 1 an de mission. Vous pouvez effectuer, une mission. En moyenne, on les comptabilise à 1 an, un peu plus, 1 an, 2 mois de mission chez Little Big Connection. Voilà, donc on a du data scientist, on a de la chefferie de projet, on a du manager de transition, du community management, webmaster, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Du coup, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous, un premier axe, pour aller regarder et voir ce qui peut vous intéresser. Si on rentre dans le vif du sujet, alors je vais en parler et encore une fois, vous poserez toutes vos questions par la suite. Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, nous, chez Little Big Connection, on est en contact très, on va dire quotidiennement avec des clients et avec des freelances comme vous, des futurs freelances comme vous. Et donc, on a une visibilité sur les questions et les besoins des clients. Donc, on essaye de vous accompagner au maximum. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on conseille pour trouver une première mission, c'est tous ces points-là. Pour le premier point, être connecté et visible, ça, je peux vous le recommander à 100%, c'est très important. Il faut que vous soyez en veille perpétuelle parce que vous allez, à partir du moment où vous allez vous mettre en freelance, vous allez voir beaucoup de choses. Comme on dit, à boire et à manger. Donc, il faut vraiment faire la part des choses, vraiment regarder où on veut aller. Et donc du coup, et là Anna en parlera très bien par la suite, être visible sur les réseaux, savoir passer un message, mais ça je vais lui laisser la main sur ce sujet, être proactif, ne pas seulement être visible sur LinkedIn, mais aussi interagir, participer à des events, de faire du networking, cibler ces événements. Vous allez vous perdre si vous allez à tous les événements, à toutes les conférences, à tous les webinars. Il faut bien les identifier, bien les choisir. Et surtout, ce qui va me faire passer au deuxième sujet, ça va être choisir mon client. C'est-à-dire que quand on est freelance, quand on se positionne première fois en tant que freelance pour trouver sa première mission, on a tendance à se dire il faut que j'accepte tout ou rien. Il faut vraiment regarder ce qui se passe et choisir son client. Et ça passe par en parler à ses amis, freelance ou pas, en parler aux clients. Et ça passe par du networking, participation à des événements bien ciblés et faire commencer des entretiens. Même si demain, vous avez une mission qui forcément n'est pas 100% parfaite pour vous, moi, je vous conseillerais de prendre cet appel pour voir où en est le marché, etc. Et surtout dans cette situation-là.
Ce qui me fait aussi une transition vers le troisième point, définir ma stratégie de première mission. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes de la part des, on va dire, entre guillemets, nouveaux freelances. C'est, Charlotte, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois privilégier mon TGM, le client, la durée de ma mission, le remote ou sur le site? Est-ce que je ne vais pas perdre beaucoup de missions si je demande que du remote, du télétravail? Est-ce que il faut que j'accepte plusieurs petites missions ou une mission longue? Ça, il faut bien y penser. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, nous, on sera là, il n'y a pas de problème. Mais il faut y penser avant. Comme ça, vous aurez un discours structuré auprès du client, auprès des personnes qui vous approchent, et vous saurez où vous voulez aller. Et donc voilà, sur le deuxième point, avoir un discours précis et structuré, c'est important. Comme ça, vous savez, vous allez, le client le sait aussi, et c'est très apprécié. Et ça, c'est un point qui pour moi est très très important parce qu'on a beaucoup constaté de freelance qui étaient bien moyennement accompagnés. Donc ça, c'est vraiment important. Et là-dessus aussi, je vous conseille d'être en veille. Et si vous avez besoin des questions, n'hésitez pas à nous les poser. De regarder autour de vous quels sont les partenaires et les vrais acteurs du marché, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a un marché qui est assez accru dans tout cet écosystème de freelance. Et moi, je vous conseille de bien vous renseigner. Nous, on a beaucoup de partenaires avec nous, donc on peut vous en conseiller, il n'y a pas de problème. Et vous pourrez poser des questions par la suite. Mais vraiment, ça, c'est important. C'est quand on se met en freelance, il faut qu'on s'entoure d'une responsabilité civile pro, par exemple, d'une banque, pourquoi pas en fonction de son statut. On a besoin d'être formé de manière plus ou moins régulière, donc il faut qu'on ait des programmes de formation adéquats, etc., etc. Mais en tout cas, c'est très, très important de bien connaître ça, et des plateformes comme la nôtre, il y en a d'autres, des plateformes comme LBC, donc bien rechercher. Nous, là-dessus aussi, on pourra vous conseiller sans problème. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour laisser la parole à Anna, qui va parler de tout ça, ce dont j'ai parlé aussi sur la connexion et la visibilité. Parfait, Charlotte, merci beaucoup. Alors, moi, je vais partager mon écran maintenant. Voilà. Donc, oui, bonjour. Alors, je n'ai pas présenté. Donc, DJ Atlas, c'est quoi? En fait, nous, on a un organisme de formation en ligne. Donc, c'est 100% en ligne. On forme justement les indépendants et les freelances à trouver des clients grâce au marketing digital. Alors, c'est vrai que Charlotte le disait très bien tout à l'heure, c'est pour trouver des missions, il faut être visible. Donc, on peut être visible évidemment sur les plateformes comme Little Big Connection, et c'est aussi être visible en ligne. Alors, il n'y a pas qu'en ligne, tout à fait, il y a des ateliers, il y a tout un écosystème autour duquel vous pouvez vous rapprocher. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous donner quelques bribes pour construire votre personal branding. Alors, c'est quoi le personal branding? En fait, c'est ce qui vous permet, vous, de créer votre marque personnelle. Parce que finalement, des individus, des travailleurs, il y en a plein, que ce soit des salariés ou des freelances. En revanche, il y a seulement une personne comme vous. L'idée étant de créer votre marque personnelle pour que vous soyez perçu comme expert de votre domaine, et puis qu'on pense à vous spontanément aussi quand il y a des besoins. Puis évidemment qu'on vous trouve sur la toile et qu'on vous contacte parce que vous rassurez et vous délivrez du contenu en ce sens. Donc en fait, une marque, comme toute marque, c'est un repère mental pour le consommateur. D'accord? Le fait de créer votre marque, c'est de mettre votre personnalité en avant. Ça se fait par le contenu, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est un peu un mélange de qui je suis, ce que je sais faire et ce que je veux faire. D'accord? Seulement, s'il n'y a pas les trois alignés, il y a un truc qui coince là-dedans. Donc, si vous avez par exemple juste le qui je sais faire et ce que je veux faire, ça va manquer de personnalité et on ne vous retrouvera pas. Vous n'allez pas vous différencier de la masse. D'accord? Donc, pour ça, il va falloir justement travailler sur l'image que vous souhaitez projeter en fait à vos prospects, à vos cibles. D'accord? Et donc, bien les identifier eux aussi. Donc, c'est un mélange en fait de la façon dont vous voyez et la façon dont les autres vous perçoivent. Puis, il y a la petite bulle au milieu, là, le personal branding, c'est se dire, OK, est-ce que le message que je fais passer au moment où je présente mon activité et ce que je fais, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est perçu correctement par la personne à qui je suis en train de parler? Et là, on peut se rendre compte que parfois, il y a un décalage, justement.
Donc, évidemment, on adapte son discours entre le néophyte à qui on s'adresse et puis l'expert. Mais l'idée, c'est on ne décrit pas simplement son activité, c'est qu'on raconte aussi qui on est et quelles sont nos valeurs. Et ça fait clairement toute la différence. Je pense que Charlotte ou Mathieu, vous pouvez le voir aussi quand vous rencontrez des freelances. Il y a voilà, quelqu'un qui va nous marquer parce qu'il va raconter avec le cœur qui il est et pas juste qui fait avec une simple description. Donc, bon, alors, désolée, hein, c'est vrai, j'aime pas tout le temps mettre des grosses plateformes comme Amazon en avant, mais la citation de Jeff Bezos, elle est quand même super sur la marque. C'est votre marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc, c'est justement l'image que vous allez conserver dans la tête des gens, des personnes à qui vous vous adressez. Donc, c'est aussi la première étape, c'est donc mieux se connaître pour comprendre ce qu'on peut mettre en avant et puis comment aussi on est aligné avec nos objectifs en tant que freelance. Et puis, c'est se faire connaître, d'accord? Donc là, on remarque souvent que les femmes ont un peu plus de mal aussi à écrire du contenu pour se mettre en avant. Mais bon, il y en a qui arrivent très bien et tant mieux. Les hommes arrivent souvent à mieux le faire, on ne sait pas pourquoi, mais c'est le cas. Et avant de se faire reconnaître. Et donc, justement, il va falloir parler avec votre objectif, à votre cible. Là, souvent, nous, on a des questions. C'est ma cible, ok, c'est vrai que j'ai un peu du mal à déterminer parce que j'ai envie de tendre vers ça. Seulement, mon objectif prioritaire, c'est finalement ce qui me fait manger aujourd'hui et c'est ça, c'est la cible à qui je dois m'adresser à l'instant T. Donc, en fait, il faut bien voir que dans les objectifs, il y a du court terme, moyen terme et long terme. Long terme, vous voulez atteindre ces personnes-là ou ce secteur-là, parce qu'on peut se spécialiser aussi par secteur d'activité. Mais je peux aussi me dire, à l'instant T, voilà ce qu'il faut que je développe et donc j'actionne ces leviers-là. Et ça évolue et c'est OK, quoi. Et donc, évidemment, adapter votre stratégie de contenu et la façon dont vous vous adressez en fonction de ça. Alors là, je voulais faire un focus là-dessus c'est Gay Hendricks qui a théorisé en fait des zones de compétences. Donc il y a 4 zones de compétences dans le développement personnel. Donc il y a la zone d'incompétence, c'est la zone dans laquelle on n'a pas du tout de on n'est pas doué, on ne sait pas faire et c'est OK. Moi, par exemple, je ne sais pas me servir de logiciel de PAO et c'est OK. Il y a d'autres personnes qui savent le faire. Alors là, pourquoi pas m'allier avec ces personnes-là pour pouvoir créer ou servir un client qui sait faire. Ça nous arrive aussi quand on accompagne les freelances, de voir ceux qui débutent vouloir tout faire. Parce qu'ils ont peur de passer à côté des missions. Non, c'est pas grave, on peut s'allier aussi avec d'autres personnes et c'est comme ça qu'on se tisse un réseau et c'est aussi comme ça qu'on se recommande et c'est très bien. Puis après, il y a la zone de compétence. Alors la zone de compétence, là, c'est ce qu'on sait faire, mais il y a d'autres personnes qui savent le faire aussi bien que nous. Et finalement, la satisfaction qu'on en retire, c'est quoi? C'est de terminer sa to-do list. Donc, on n'en tire pas grande satisfaction. Puis là, il y a la 3e zone. Là, c'est la zone d'excellence. Là, ça commence à être intéressant. C'est où il n'y a personne qui fait mieux que nous. Enfin, il y en a toujours, mais on est vraiment reconnu comme excellent dans son domaine. D'accord? On le sait, les personnes le savent et on a communiqué en ce sens pour pouvoir faire cette association mentale. Là, quand on est salarié, par exemple, cette zone, elle est très confortable, on est souvent bien payé, mais ce qui peut vouloir nous faire sortir de cette zone-là, c'est cet alignement et cette quête de sens. Alors, souvent, ceux qui sont en reconversion professionnelle, je crois qu'il y en a ici, ils se sont posé cette question en se disant, en fait, oui, ok, ça va, mais il me manque quelque chose justement pour être totalement aligné et c'est là que je vais aller chercher et je vais gratter et puis je vais peut-être me réorienter vers un nouveau domaine, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la zone de génie. Là, il y en a peu qui arrivent et souvent, on est pris de plein de doutes au moment où on approche de quelque chose d'intéressant, mais se poser ces questions-là, savoir mon expertise ou ce que j'ai envie de faire s'apparente à tel domaine, ça me permet de savoir où je vais et justement m'aider à fixer ces objectifs-là. Est-ce que c'est clair, Charlotte ou Mathieu? Oui, tout à fait, pour moi ça l'est.
Ouais. Totalement aussi, ouais, bien sûr. Ok. Et justement, le fait de se poser ces questions, ça permet aussi d'aller plus loin et de mieux se vendre par la suite et de mieux vendre son expertise. Et puis, de toute façon, si on est intéressé par un domaine, il faut se former. Et c'est ce que disait Charlotte tout à l'heure pour rebondir. Se former, c'est la clé pour évoluer professionnellement. Et Maëlle l'a très bien dit aussi avec ses sites de formation de Force 3. Donc, voilà. On peut se former aussi sur ces champs de compétences. Puis, une fois qu'on a fait tout ça, finalement, on va réussir à se faire connaître. Donc, il faut se faire connaître avec une stratégie de contenu. Alors, là, je vais évoquer rapidement juste LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est une cible qui va correspondre à vous tous qui êtes ici connectés, puisque c'est une cible B2B. Et il ne faut pas avoir peur de prendre la parole en réalité. Souvent, donc on a la zone de confort et la zone de challenge, et se dire, OK, pour construire cette marque personnelle, il va falloir que je communique. Donc, petit à petit, pour atteindre cet objectif-là, je vais me forcer à écrire du contenu, à prendre la parole, oser le prendre et trouver mon ton, parce qu'on a tous une personnalité, et faire ressortir un truc intéressant. Et il ne faut pas avoir peur. Et c'est en osant petit à petit que votre zone de confort va s'élargir et vous le ferez de plus en plus naturellement. Et plus on sort de sa zone de confort, plus il est aussi facile d'en sortir. Donc c'est juste avancer petit à petit, c'est la méthode des petits pas, et ça va, le rendu sera fructueux, c'est évident, avant de se faire reconnaître. Et donc, à votre avis, c'est quoi le travers le plus courant quand on parle de soi ? C'est finalement de se décrire et de ne pas raconter qui on est et pourquoi on a fait ses choix. Et il y a une vraie différence, et je l'abordais un peu tout à l'heure, c'est plutôt que de dire j'ai fait telle formation, j'ai cette expertise, je fais ça, ok, ça peut se faire dans un deuxième temps, quand on a déjà entamé la discussion, mais au moins quand on accroche quelqu'un, c'est expliquer quelles sont vos valeurs et donner du corps à tout ça. Et ça va vraiment marquer la différence. Et donc là, pour terminer, je vais vous donner un exemple. L'exemple de... Voilà. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ? Oui. Oui. C'est par exemple Rémi Chal. Rémi Chal, je le donne souvent comme exemple en formation. Donc, c'est le directeur EdTech France, peut-être que vous le connaissez. Qui, lui, donc, a un très gros réseau LinkedIn, mais qui ose prendre la parole avec sa personnalité et avec justement son humour, et il l'assume. Et donc, on a plein... Alors, c'est pas le truc à faire. Il faut pas répliquer le modèle de quelqu'un. Ça, j'insiste. Il faut juste que ce soit en cohérence avec qui on est et le contenu qu'on veut délivrer. Mais c'est différent, c'est pas descriptif, il n'est pas dans le corporate. Il écrit du contenu comme il a envie de faire passer ses émotions. Okay, donc, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on a là ? Voilà, je dédie ce livre ridicule à tous ceux d'entre vous qui, pendant les 48 prochaines heures, vont subir la pression imposée par un chief business officer en état de surexcitation. Voilà, il parlait d'Halloween. Parfois, il parle effectivement de l'éducation numérique en France, et il va raconter son histoire à travers ça. Et ça va marquer toute la différence. Il y a un post, alors là je ne retrouve pas, c'est trop vieux, mais où il racontait à travers des photos de sa grand-mère, des photos de classe de l'époque, l'évolution de l'école à travers les âges et l'évolution de l'apprentissage. Et comme il racontait une anecdote qu'il a vécue, forcément ça a suscité aussi beaucoup plus d'intérêt. Donc quand vous vous exprimez, osez le faire petit à petit, et n'hésitez pas, pour gagner en influence aussi, à mentionner les personnes qui ont un réseau un peu plus important que vous, pour gagner des abonnés, pour gagner des interactions, et pour, in fine, évidemment, vous faire reconnaître, vous, votre personnalité, mais aussi votre expertise et ce que vous proposez, et en quoi vous faites un truc différent, quoi. Voilà, terminé. Donc, écoutez... n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est très difficile de le... général. Hein, 5 à 10 minutes chacun. En revanche, si vraiment vous avez des questions beaucoup plus approfondies, on sera là pour y répondre, et même dès maintenant poser des questions sur des sujets dont vous avez besoin d'une réponse rapide, quoi.
C'est ça, ou indiquez-nous votre email aussi dans le chat et nous, on rebondit aussi pour vous en dire plus sur le sujet qui vous intéresse avec plaisir. Voilà. Donc oui, pour reprendre ce que tu disais, Charlotte, finalement, quand on cherche des missions en tant que freelance, donc c'est oui, être présent en ligne, être présent sur les plateformes, oser créer sa présence sur LinkedIn notamment et sur Internet. Et puis c'est aussi se tisser un réseau intéressant et se faire s'allier, quoi. Et les freelances qui réussissent, finalement, ils s'allient. Tout à fait, parce qu'il faut notamment sur LinkedIn bien, on va dire, faire passer son message, parce que nous, on a beaucoup de personnes qui me disent, mais il y a toujours des recruteurs ou des gens qui contactent, mais pour des missions qui ne sont pas du tout adéquates avec mon profil. C'est pas forcément de la faute du recruteur, ça peut être aussi de sa propre faute, parce qu'on n'a pas délivré le bon message, parce qu'on n'a pas mis, alors là, je vais être les bonnes technos au bon endroit, etc. Et donc, ou vraiment sa volonté. Donc, même sous sa photo, une petite ligne en disant voilà, je suis à la recherche de ça, dans cette région-là, etc. Vous allez constater qu'à un moment donné, on va vous appeler aussi pour des missions qui ne sont absolument pas là où vous êtes, où vous recherchez, et on vous demandera d'être sur site et vous ne comprendrez pas pourquoi on vous contacte, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses aussi à bien prendre en compte. Ce n'est pas forcément intuitif dès le début, ça, j'en suis totalement consciente et on est conscient. Mais effectivement… Pardon, l'idée aussi, c'est que quand on a une proposition de mission, ouais, il faut réussir aussi à transformer ce prospect en client et donc comprendre vraiment l'intitulé, l'objectif de la mission pour voir si on est en adéquation avec ça. C'est comprendre le client, quoi. Ouais. Tout à fait, oui. Et donc, certains se disent, comment est-ce que je transforme davantage mon prospect en client? Oui, voilà. C'est ça. Il y a un template et une manière de faire. Il ne faut pas hésiter à relancer aussi le prospect. Il y en a qui n'osent pas, mais ça paraît évident. Parfois, on oublie, parfois, on est tous occupés et affairés à faire autre chose. Et donc, il ne faut jamais lâcher, quoi. Oui, tout à fait. On a une question de Marco. Mathieu, je te laisse répondre sur celle-ci. Hello. Oui, donc par curiosité, est-ce qu'LBC cherche des formateurs pour former des équipes clients grand compte? Alors totalement, on a plusieurs. Alors en ce moment, peut-être pas. Actuellement, j'ai pas jeté un œil côté plateforme là-dessus, mais je sais que oui, on en fait souvent effectivement de la formation. Par exemple, je sais que chez GRDF, on avait une équipe de formateurs qui avait accompagné des personnes en interne autour de formation, etc. Donc là, pour le coup, c'est une mission beaucoup plus courte puisque ça a trait à la formation. Mais effectivement, c'est des sollicitations qu'on reçoit assez souvent sur LBC. Le mieux, c'est de vraiment aller faire un tour directement sur LBC. Toutes les missions sont disponibles et visibles par tous. Donc, je pense que ça répondra à la plupart des questions liées au type de mission. Voilà, mais merci Marco, effectivement, pour la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a des questions, oui. Ouais, j'en ai une autre qui vient d'arriver. Totalement. Très bonne question d'Ayoub. S'il est possible de se lancer en tant que freelance, est-ce que c'est mieux de faire du portage salarial au départ et après créer son entreprise et passer à full freelance? Très bonne question, on l'a beaucoup cette question. Alors là, ça va n'engager que moi pour la réponse, parce que je pense et j'entends souvent que si on est très frileux, et c'est une bonne raison d'être frileux, de se lancer en tant que freelance, c'est une bonne alternative de se positionner avec une société de portage au début et d'ensuite appréhender au mieux le marché pour ensuite vraiment choisir son statut d'indépendant. Moi, je le recommande. Je trouve que c'est une bonne alternative. Après, tout dépend des sociétés de portage salarial aussi. Vous allez avoir des sociétés de portage qui vous laissent trouver vos missions vous-même, etc. Donc, c'est une bonne entrée en matière dans le statut de freelance. Vous en avez d'autres qui vont vous trouver vos missions à vos places. Renseignez-vous bien sur les sociétés de portage. Encore une fois, pour cela, le bouche à oreille fonctionne très, très bien. Demandez à vos amis qui font du portage chez qui ils sont passés, comment ça s'est passé,
mobilité et toutes les questions qui s'en suivent. Mais c'est une très, très bonne question. Ouais, enfin, c'est vrai, Effectivement, des sociétés de portage partenaires qui sont très bien. Et il y a des prix ouais, différents aussi. Donc, regardez bien les commissions ouais. qu'on vous prend. C'est super parce que vous ne vous occupez pas de l'administratif, vous ne vous occupez pas de la compta, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur si vous ne voulez pas sous-traiter ça en comptable. Ça vous permet, ouais, c'est l'entrée en matière en fait pour passer du salariat au freelancing, c'est une bonne entrée en matière, je trouve. Tout Et à puis vous fait. cotisez aux charges sociales et salariales, c'est-à-dire que vous avez des congés payés, enfin, vous cotisez au chômage également. Mm. Donc là, dans le cas du Covid, il était possible justement s'il y avait des ruptures de mission, Alors, dans le d'obtenir. cas du Covid, c'est vrai que ceux qui étaient en portage salarial, c'était plus intéressant pour eux, en tout cas moins compliqué. Mohamed dit par la suite, il me demande un gros salaire par mois du portage justement. C'est pour ça que je vous dis, essayez de faire en sorte qu'il soit transparent avec vous. Alors, quelquefois, on ne peut pas l'être complètement, mais demandez vraiment, essayez d'avoir au maximum les informations. Si vous demandez un gros salaire, il faut bien calculer et peut-être se demander si c'est la bonne société de portage. Donc ça, c'est vraiment important. Encore une fois, société de portage, etc. Nous, on commence à les connaître sur le bout des doigts. Il y en a énormément. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions là-dessus. Encore une fois, je vous donnerai mes mails. Mais si vous, la question d'Ayoub est très bien. Nous on a cette question-là et d'ailleurs, on anime un webinaire qui est plus sur la trempe bonne ou mauvaise idée de devenir freelance aujourd'hui. Et on y répond avec des intervenants d'un freelance qui s'est mis en freelance il y a 1 an. Et c'est vrai que nous, on dit que oui, c'est une bonne idée. Alors, on parle du portage aussi. Si au début, vous avez peur de vous positionner sur un statut auto-entrepreneur ou qu'importe quoi. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On vous donnera les liens qu'il faut après avec Anna et Naël et Mathieu, sans problème. Donc oui, pour la réponse à Ling Ling, oui, tout à fait. On a des sociétés de portage. Je pourrais vous envoyer un mail et vous donner quelques noms. Et on pourra même s'appeler pour en discuter sans problème. Et en fait, je veux juste rebondir aussi sur ce que tout le monde dit. Il n'y a pas de tabou. Typiquement sur les sociétés de portage, sur les histoires de salaire, de TGM, etc. Il faut vraiment que ça soit transparent et que ça le soit tout de suite avec tout le monde, côté client, côté société, etc., pour que la relation soit saine et que par la suite, tout fonctionne au mieux pour tout le monde. C'est voilà, les choses qu'on conseille le mieux, c'est que si vous sentez qu'il y a des choses qui sont, il y a des non-dits, et ben à ce moment-là, soit faut crever l'abcès, soit c'est peut-être pas les bons interlocuteurs au bon moment. Mais en portage, c'est de toute façon le freelance qui négocie son TJM avec le client final. Donc, c'est à lui aussi de bien négocier, quoi. Exactement, Mm. totalement. Ça, les négociations, c'est encore un autre sujet, mais Ouais. faut jamais se sous-vendre, jamais. Et souvent, Et c'est justement, d'ailleurs j'ai une question qui passe ouais. aussi par ça. On doit trouver nos clients. C'est dur de trouver des missions au début qui payent bien. Oui et non. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ce que je vous disais là précédemment dans les slides dont on a parlé avec Mathieu, il faut bien réfléchir. Est-ce que je veux il faut que vous calculiez votre TGM. Par contre, le TGM que vous aurez tout début de votre première mission freelance ne sera pas le même qu'après 3 ans de freelancing parce que vous allez connaître le marché, parce qu'on va vous conseiller davantage. En fonction des clients aussi, ça varie. Hein. On a des clients grands comptes qui payent mieux ou des petites structures hein, qui payent mieux que d'autres. Donc oui, mais savoir où vous voulez aller. Parce que en remote, vous n'allez pas demander le même TGM que sur site. Vous n'allez pas demander le même TGM si vous avez plusieurs missions en même temps, etc., etc. Il faut bien réfléchir à tout ça avant de dire oh il me faut 500 de TGM, bien calculer ses coûts. Aussi avec tous les coûts qui vont être engendrés. Si vous avez une banque qui vous coûte 15 € par jour, ça fait beaucoup, pardon, par mois, etc., etc. Il faut bien calculer, il faut bien réfléchir. Et encore une fois, vous avez pas mal de structures qui vous aident à réfléchir là-dessus. Et ça, c'est vrai que c'est un travail avant de se mettre sur le marché ou quoi, vraiment être ferme, avoir bien réfléchi à ça et rester sur une même ligne.
J'ai d'autres questions, moi. Je ne sais pas si vous les voyez en même temps. Ouais. Ouais. Est-ce que l'Italie propose du partage? Ouais, il y a une question concernant le portage chez Little Big. C'est Ayoub qui demande ça. Est-ce que Little Big propose du portage et si jamais il trouve une mission, est-ce qu'il peut s'adresser à Little Big? Mathieu, tu veux répondre? Allez, avec plaisir. Alors effectivement, il y a un raccourci un petit peu de langage qu'on fait par rapport au portage. Il y a du portage commercial où là, effectivement, il y a l'aspect, un portage salarial qui comprend effectivement une histoire de salariat. Et nous, ce qu'on propose, c'est du portage commercial, où c'est, pour faire très très simple, contractuellement pouvoir avoir le référencement pour travailler chez certains clients grands comptes, donc être dans leur base de fournisseurs. À ce moment-là, effectivement, on peut vous accompagner totalement. Donc à partir du moment où vous trouvez une mission, on a en capacité de pouvoir vous porter commercialement chez ce client. Et aussi par rapport à ça, par rapport au portage salarial, on a effectivement, comme le disait Charlotte tout à l'heure, des sociétés avec qui on travaille depuis longtemps ou qu'on connaît bien à vous conseiller. Donc effectivement, si vous trouvez une mission, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de Little Big Connection. On pourra vous conseiller ou vous orienter vers les bons acteurs sur le marché, sans souci. Et il y a une question par rapport au contexte actuel. Comment vous sentez-vous la tendance? Je pense que c'est une question qui peut s'adresser un petit peu à tout le monde. Tu peux commencer, puis après Anna et Naël répondront. Oh là, je parle plus français. Le contexte actuel a obligé un petit peu tout le monde à s'adapter. Donc nous, on a une vision vraiment très grand compte, donc qui est peut-être un petit peu tronquée par rapport à la réalité du marché. Mais le contexte actuel a obligé un petit peu tout le monde à repenser sa manière de travailler. Il y avait certains clients un petit peu vieux jeu qui n'appréciaient pas du tout le télétravail, qui c'était inimaginable à l'époque, qui ont dû revoir un petit peu leur manière de faire, de penser, d'investir dans des VPN, dans des PC portables, etc. On n'a pas eu beaucoup de fins de contrat. C'était, à mon avis, juste, on a eu quelques suspensions, effectivement, le temps de s'organiser, de pouvoir mettre en place tout le matériel et les outils nécessaires à une communication à distance. Et donc, on va dire que le contexte actuel a un petit peu mélangé les choses, mais voilà, tout va bien pour la plupart des grands comptes. On a eu effectivement des ralentissements sur certains secteurs industriels qui pouvaient être plus impactés par le travail à distance qui était impossible, mais la plupart du temps, tout se passait bien. Ouais, moi, ce que je vois parmi les apprenants DigiAtlas, là, c'est clairement ceux qui sont dans le web, que ce soit les web designers, UX designers, créateurs de sites. Voilà, eux, ils ont des missions et l'IT est toujours, sera toujours encore plus en forte croissance parce que le web, le confinement nous a fait gagner un bond en avant dans le digital de 5 à 10 ans, disons. Parce que les entreprises aujourd'hui comprennent qu'il faut se digitaliser et comprennent qu'il faut transformer, ce que tu disais Mathieu, en fait, des modèles d'avant sur ce marché-là. Les professions art du spectacle, plus créatives, effectivement, il faut le tourner au niveau digital. Donc, l'UX, en fait, il y a des secteurs qui vont être de plus en plus demandés. Et donc, si alors je vois que Laetitia est connectée justement, et Laetitia se pose des questions sur vers quel métier est-ce que je veux me reconvertir dans le digital. Justement, il faut penser aussi à une logique de marché parce qu'il y a forcément des métiers qui recrutent plus que d'autres, quoi. Et même si le digital, au sens large, c'est un métier qui recrute et qui est dans l'air du temps et qu'il sera encore davantage, et ça c'est boosté par le confinement. Voilà. Dans ça, il y a des professions plus intéressantes que d'autres pour l'avenir. Vous partagez mon avis aussi. Totalement. Donc les développeurs, les développeurs, oui, forcément, il y a du boulot et il y en aura encore plus. Les data scientists, pareil. Web design, même au final, les community managers. Après, il faut se spécialiser. Il faut juste pas proposer la même chose. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à présenter un gros portfolio de services qu'on vend.
Sauf que finalement, on peut rentrer par une expertise et un point d'entrée précis et ensuite proposer, quand la confiance elle est établie avec le client, d'autres services. Et c'est ça, en fait, la clé, c'est de pouvoir après établir cette récurrence-là. Donc, vous, chez Little Big Connection, souvent, c'est des missions longues, mais ça, c'est un modèle de freelancing. C'est pas représentatif de tous les freelances, bien sûr. C'est bien de ne pas dépendre non plus que d'un seul client et d'avoir une source de revenus diverses parce que déjà, c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs types d'interlocuteurs et de marchés et de missions. Tout dépend du métier, mais c'est aussi rassurant de ne pas dépendre que d'un seul acteur, quoi. Product Owner. Alors, je vois une question ligne. Est-ce que vous avez toujours des demandes en IT, notamment me concernant? Product Owner. Ça, j'imagine que c'est pour LBC. Charlotte? Oui, tout à fait. Oui, on a des demandes. Ce que tu disais, je rejoins Anna là-dessus et tout le monde. C'est que l'IT est en pleine. On va dire que c'est un secteur qui n'est pas à plaindre par rapport à d'autres. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, encore une fois, toujours, tout ça dépend de l'endroit où vous cherchez, etc. Oui, là, actuellement, on en a. Je sais qu'avec Mathieu, on en a parlé d'une hier ou ce matin, en l'occurrence sur la région lyonnaise. Typiquement, par exemple, oui, on en a régulièrement. Après, tout dépend du secteur et de la région, mais sans problème, on pourra en reparler. On donnera nos coordonnées, on pourra en reparler sans souci. Voilà, et puis c'est vrai, on n'a pas parlé de marketing digital, mais finalement aussi tous les métiers, référencement naturel, référencement payant, ça aussi, ça recrute. Ça aussi, ça recrute. L'avantage que vous avez sur tous ces métiers-là, en fait, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un bureau physique. En fait, le bureau, il est là où est votre ordinateur. Donc, j'allais dire, ce qui va être compliqué, on va dire, c'est pour les entreprises de taille moyenne. Les grands comptes, ils ont trouvé d'autres solutions. Les startups, elles ont trouvé des solutions. Ce qui est plus compliqué, nous, ce qui s'est passé, pour donner l'exemple à Webforce 3, notamment sur le report des stages, c'est que la plupart des entreprises qui devaient accueillir des stagiaires ont envoyé leurs salariés en télétravail. Et du coup, la gestion d'un stage à distance devenait extrêmement compliquée aussi. Ce qui fait que chez nous, ceux qui avaient des stages, on avait un groupe qui devait avoir des stages sur la période avril. Les stages, pour l'instant, sont reportés sans date parce que les entreprises ne peuvent pas les accueillir, mais ont pris quand même cet engagement dès qu'ils avaient la possibilité de réintégrer leurs locaux, de pouvoir accueillir à nouveau les stagiaires. Donc ça, c'est que du temporaire. Le secteur du digital, c'est vrai, on ne l'a peut-être pas assez dit. Moi, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus au début de la présentation. Il n'est pas arrêté. Il n'est pas à l'arrêt. Au contraire, il se passe plein de choses. Ça bouge, mais pour autant, ça veut dire qu'il faut être encore plus à l'écoute et encore plus vigilant sur les tendances, sur ce qui bouge et solliciter tous les acteurs de l'écosystème. Et vous en avez en face de vous. Donc, allez-y, profitez-en. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment, il ne faut pas hésiter. Alors là aussi, on a beaucoup parlé du freelancing, mais là, certaines pistes qu'on vous a données concernent aussi, j'ai cru comprendre que vous aviez des élèves là, Naël, qui étaient présents au webinar, des apprenants, pardon, j'ai le mauvais terme. Même si vous voulez vous positionner en tant que CDI ou autre, il y a beaucoup de choses qui sont valables aussi, attention. Là, on parle aussi beaucoup de portage, de comment trouver sa mission en freelance, mais comment trouver sa mission, c'est valable aussi en CDI. Les principales guidelines, c'est effectivement de bien choisir son client et de bien réfléchir à ce que vous voulez et de bien être visible. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on peut conseiller côté Little Big Connection. Est-ce qu'il faut forcément s'équiper d'un ordinateur portable en tant que freelance? Ouais. Mathieu, là, tu as plus de visibilité sur la réponse. En tout cas, l'éternel débat portable, ouais. Pas portable. Alors, vas-y Mathieu. Bonne question. En vrai, normalement, la plupart du temps, dans notre cas, dans le cas d'un client grand compte, je dirais à 80%, le client fournit le matériel. On a certains clients qui demandent effectivement son propre matériel quand c'est tout dépend en fait de la typologie de la mission. Il y a de tout. Après, je serais de conseil à effectivement avoir son matériel
Il y a un exemple que je n'ai pas en tête, mais qui parle d'un ouvrier avec des bons outils. Je pense qu'on est toujours plus à l'aise quand c'est sa machine, pour au moins juste dans le cadre de la prospection, pour apprendre, pour pouvoir garder en tête tout ce qu'il faut. Après, effectivement, portable ou pas forcément nécessaire. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je pense, par rapport à ça. Ouais, et puis finalement, avoir son portable aussi, c'est de pouvoir travailler non pas que chez le client, mais aussi ailleurs, quoi. Et de toute façon, le confinement va profiter au télétravail. Donc, même les freelances qui sont appelés sur site vont pouvoir télétravailler aussi davantage comme les salariés, quoi. C'est évident. Donc, oui, pour moi, un PC portable propre, c'est toujours mieux. Alors, on a une question. Ah, super. Alors, ça, une question de Quentin. Alors, je dis super aussi parce que c'est un apprenant de chez nous. Ce serait quoi le tips que vous donneriez aux juniors, donc ceux qui ont moins d'1 an d'expérience, pour décrocher une première mission? Ça s'adresse à Anna, toi avec le recul que tu as, ou Charlotte et Mathieu avec l'expérience que vous avez. C'est quoi le tips que vous leur donneriez à ces juniors? Parce qu'en fait, chez nous, à Webforce 3, concrètement, ça va être des profils un peu comme celui de Quentin qu'on va avoir. Et c'est une de leurs inquiétudes et de leurs angoisses, surtout en ce moment, c'est de se dire, mais comment je fais quand j'ai zéro expérience, ou en tout cas de si peu, pour arriver à faire la différence sur le marché? Alors, si je commence, oui, évidemment, c'est s'inscrire sur les plateformes, mais c'est aussi travailler dès le départ, bâtir sa présence en ligne, quoi. Et ça passe par son site internet, par bien se référencer avec ses bons mots-clés. Bon, c'est un des sujets aussi de la formation, trouver des clients freelance. Mais oui, si vous regardez ce que tape votre cible, vos prospects, par exemple, freelance, PrestaShop ou freelance développeur Symfony, bon, par exemple un langage. Est-ce que ça, c'est plus tapé qu'une autre expertise ou une autre manière de vous présenter? Et à ce moment-là, vous allez aussi pouvoir construire votre présence en fonction de cette logique-là pour pouvoir ressortir en première page d'un moteur de recherche. Et finalement, c'est en créant toute cette stratégie de contenu, en étant présent sur LinkedIn, que vous pourrez aussi vous bâtir et avoir votre première mission facilement. Et puis, c'est aussi être présent à des apéros, rencontrer du monde et se créer cet écosystème et ces partenaires dont on parle, quoi. C'est pour ça que les communautés de freelance, il y en a plein. Enfin, nous aussi, on en a une. Et il faut se forcer. Alors, j'en vois souvent, je suis sûre que vous allez partager mon avis, j'ai peur d'aller dans un apéro networking parce que je ne sais pas comment me présenter. Et moi, j'ai été freelance pendant 7 ans avant. Et je suis passée par ces doutes aussi en me disant, mais comment est-ce que je vais faire et est-ce que je vais vraiment oser sortir de ma coquille pour dire et oser dire ce que je fais, etc. Et en fait, faut se forcer, quoi. Et c'est comme ça que ça vient. Et en général, si vous essayez, vous allez voir que les gens sont plutôt bienveillants. Je rajouterais juste une chose aussi, c'est qu'effectivement, c'est compliqué parce qu'on se dit je suis seule, freelance, je dois trouver ma première mission, je n'ai pas forcément une grande expérience, etc. On a des clients, et moi je peux mettre ma main coupée, qui sont très perso en premier. La montée en compétences, il y en a certains qui la demandent, quelqu'un qui veut monter en compétences, qui a envie d'apprendre, etc. Par contre, je ne vous cache pas que certains vont dire moi, il y a moins d'expérience, je vais favoriser quelqu'un. Donc, il y a de tout qui existe, mais il faut être confiant, et comme on le disait tout à l'heure, il faut être très bien renseigné sur là où vous pouvez aller, savoir quel client recherche des gens qui veulent monter en compétences et les garder longtemps, parce que freelance ne veut pas dire mission de 2 mois, ça peut être des longues missions. Donc, ce genre de choses, il faut bien le connaître et bien maîtriser tout l'écosystème autour de ces sujets-là. Ça, ce serait mon tips premier. Et évidemment, comme l'a dit Anna, se rendre à des événements et bien les identifier en amont, et vraiment ne pas avoir peur d'aller dire bonjour, de se présenter. Ça, c'est vraiment important. Et généralement, les gens viennent vers vous aussi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je crois qu'on a une question d'Ayoub. Comment partir à la quête d'une mission en ces conditions? Est-ce qu'il faut bien cibler le secteur avant de commencer les recherches? Alors, on y a un petit peu répondu, mais s'il y en a un de vous qui va apporter une petite précision.
Moi, je pense pas qu'il faut choisir un secteur ou autre avant de commencer les recherches. Demain, et très rapidement, vraiment demain, tout le monde aura à nouveau, enfin tous les secteurs d'activité vont repartir et tout le monde aura besoin justement de compétences, de personnes pour les accompagner. Donc je pense c'est surtout, enfin l'envie fait beaucoup de choses aussi. Donc certains secteurs, certaines compétences, enfin il ne faut pas se mettre des œillères par rapport au contexte actuel, je pense. La possibilité et l'envie fera le reste. Les opportunités, il y en a vraiment de partout. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux, avec les bonnes compétences au bon moment, et puis après tout fonctionnera correctement. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, mais je ne pense pas que sélectionner ou se mettre des œillères servirait à quelque chose en ce moment. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, ça veut dire qu'on a fait le tour. Ouais, je crois, je suis en train de lire, mais il me semble qu'on a fait le tour. Je revérifie. Il ne me semble pas qu'on ait répondu à Quentin qui redemande une petite précision. Est-ce qu'on a des conseils pour identifier justement les entreprises qui misent sur la montée en compétences? Et du coup, quelques conseils pour les identifier, des noms de réseaux, etc., qui peuvent éventuellement rejoindre. C'est vrai que ça leur fait du bien aussi de voir un petit peu, d'avoir quelques tips au début comme ça pour pouvoir démarrer. Moi, je leur en ai donné quelques-uns, mais si vous en avez aussi que vous voulez partager, que vous pouvez partager, c'est aussi bien, ça leur permet d'élargir leurs horizons. Alors, comme Naël, toi, tu es à Webforce 3 Lyon, je peux en donner certains en local, hein, tout ce qui est cuisine du web ou Blend Web Mix, très bien. Très bien. Pourquoi? Parce que Blend Web Mix, en plus, est une association et qui vous permet aussi de vous faire connaître par l'écosystème web, en fait. Et ça, c'est pas mal. Même si ça ne vous apporte pas de clients en direct, sur le long terme, ça paie toujours. Voilà. Et sinon, on a tous, Little Big Connection, ou même nous, chez DJ Atlas aussi, on a des communautés de freelance et on fait des apéros de temps en temps. Donc, voilà. Je sais pas. Alors, et puis, s'il y avait une deuxième question, dans une première, en fait, il y avait des noms de clubs, réseaux. Alors, ça, effectivement, comme disait Anna, ça dépend de la région. Cuisine du web fonctionne très bien à Lyon. Sur l'île, on va en avoir d'autres. Et tout dépend aussi de Quentin, que je ne connais pas, dans quoi il souhaite monter en compétence, parce que c'est très. On ne peut pas avoir un réseau simplement de monter en compétence. Il faut vraiment qu'on cible. Donc, Quentin, on pourra en parler aussi, il n'y a aucun problème. Mais si demain, tu me dis, je ne sais pas, tu cherches à monter en compétence en JavaScript, je dis au hasard, là, moi, je pourrais te donner beaucoup de réseaux en ligne ou d'ailleurs en physique, parce que les deux existent, qui vont faire monter en compétences. Des gens qui, par exemple, à Lille, on a le Beer React, je sais plus, Beer React quelque chose. Ce sont des meet-up toutes les semaines et demie organisés sur le React et avec des bières, du coup. Et donc, ça, c'est des choses qui marchent pas mal. Se rencontrer sur des thématiques de ce genre et monter en compétences et gratuitement, puisque c'est des anciens qui vont apprendre à des plus jeunes. Et ça, c'est super. Et ça, dans les régions, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, ça, il n'y a pas de problème pour qu'on en discute. Deuxième chose, c'est pas forcément je me suis mal exprimée tout à l'heure en disant les boîtes qui misent sur la montée en compétences. C'est nous, on travaille avec Mathieu sur des grands comptes. Donc, des grands comptes sont très, très ont on va dire un esprit commun, mais on peut avoir des opérationnels, des techniques qui vont nous dire je cherche quelqu'un qui souhaite monter en compétences et à côté quelqu'un qui va dire je veux quelqu'un qui soit très expert et s'il a moins de 3 ans d'expérience, je le veux pas. Donc c'est pas forcément des structures des clients, c'est vraiment Mathieu, j'ai le mot qui manque, Une mentalité qui change ouais, selon les des personnes en business fait. units, quoi. C'est Ouais. vraiment, ça peut dépendre du service dans lequel la personne est rattachée ou autre. Donc voilà, mais on a des clients qui sont très ouverts. Donc c'était surtout pour rassurer sur ce sujet. Il y a aussi l'idée de se dire au début, je fais plein de petites missions sur des projets très court terme et ensuite je ferai des missions longues. Tout dépend de là où vous êtes, qui vous êtes et ce que vous voulez faire.
Exactement. Mais ça, on pourra en parler aussi, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de choses à se dire. C'est super. Bah, je crois que cette fois, on a vraiment fait le tour, sauf s'il y a encore une dernière question. Ouais, j'ai vu que Sébastien, me semble-t-il, avait levé la main. Oui. Ah, j'ai pas. Il me semble. Sébastien, si tu as une question, c'est le moment. Je mets je vois que ça peut intéresser ces sujets-là. Je mets en lien, si ça vous intéresse, l'événement dont je vous ai parlé, qui est vraiment pour les apprenants de Naël et puis le tien, Anna. Si c'est vraiment sur le sujet de devenir freelance, ça c'était comment trouver ma mission. Mais si vous avez vraiment des questions sur le freelancing, vous pouvez venir à ce meet-up qui est dans 2 jours, qui est vraiment plus axé sur comment faire, quoi. Ouais. Avec Alors les attends, statuts, Charlotte, etc. par contre, tu l'as envoyé qu'à Ling Ling et Ah, aux pardon, conférenciers. je maîtrise pas trop le. Ouais, il faut que tu sélectionnes tous les conférenciers et les Ouais, participants. c'est bon. Et participants. Normalement, c'est OK. On va vous envoyer un email avec toutes les Oui. ressources, justement. Tout à fait, ouais. Oui, On parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. en commun. N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn ou autre, Oui. pas de problème là-dessus aussi. Donc voilà, vous avez les noms. Alors moi, il est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Comme on vous l'a dit, le but, c'est de faire du réseau. Donc, le premier réseau, il va commencer par celui qu'on a créé ce soir. Hein. Regardez, on est 20 au total. Donc, n'hésitez pas, Tout à fait. rajoutez-nous sur les réseaux, suivez nos actus, les nôtres et celles de nos structures, hein, parce que les uns et les autres, on tweet, on LinkedIn, on tout ce que vous voulez sur des sujets, effectivement, de notre actualité, mais qui concernent aussi notre secteur. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Le réseau, il commence par ça, qu'on soit freelance ou qu'on recherche un job, hein, puisque ça s'adresse vraiment à tous les profils. Donc, vraiment, dans ce cas-là, n'hésitez pas. C'est clair. Puis, on sera ravis de savoir aussi quel est le. Bon, je crois que c'est tout bon. Yes. Merci à tout le monde. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Merci à tous. Super. Et à bientôt, j'espère. Belle soirée. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.